Épisode 13 de cette grande saga sur l'inconscient et la psychanalyse. Cette fois, je vais vous parler du désir de l'analyste, ce qui est une autre façon de parler du transfert. Le transfert, c'est cette relation affective qui s'installe entre un analysant et un analyste. Pour savoir ce qui se passe dans le transfert, il ne suffit pas d'en rester au niveau conscient. C'est-à-dire consciemment, je peux dire il se passe ceci, cela entre mon analysant et moi, j'ai l'impression que, etc. Et puis, ça fait des années, quand je dis des années, ça fait 30 ans, 40 ans, que dans mes rêves, parfois, viennent se placer de certains de mes analysants. Et ça, personne n'en parle nulle part. Donc, je me dis que là, l'inconscient me dit quelque chose de ma relation avec l'analysant, mais quelque chose d'inconscient, quelque chose que je ne veux pas voir, que j'ai pas envie d'entendre. Donc c'est très utile. Et puisqu'on est dans la psychanalyse et dans l'inconscient, ben c'est plutôt ça qu'il faut interroger. Plutôt que des positions de principe, des positions théoriques, des positions qui dépendent des auteurs. Sachant qu'un auteur peut dire ceci, mais il peut dire le contraire, et que tel autre auteur pourra dire aussi cela, et aussi le contraire. C'est bien beau d'étudier les auteurs, hein, pourquoi pas. Et d'ailleurs, je vais commencer par vous montrer la façon dont peut être traité le problème, par exemple dans le champ lacanien. Dans le séminaire 3 sur les psychoses, Lacan écrit ceci, à propos de l'analyste. Il dit « Il s'agit pour lui de ne pas s'identifier au sujet, d'être assez mort pour ne pas être pris dans la relation imaginaire à l'intérieur de laquelle il est toujours sollicité, d'intervenir et de permettre la progressive migration de l'image du sujet en S vers le S, la chose à révéler, la chose qui n'a pas de nom. » Il fait référence au schéma L, qui est ici. Rien que cette phrase a fait couler énormément d'encre. Par exemple, cette phrase, elle est tirée de l'édition du Seuil, établie par Jacques-Alain Miller. Et puis, il y a les gens qui se retrouvent sous le vocable « cette affaire-là », et qui ont été voir dans les véritables versions, c'est-à-dire que les gens se battent souvent sur la bonne version, celle de Miller n'est jamais la bonne, ou alors c'est la seule bonne, et puis il y en a d'autres, il y a les retranscriptions exactes de la personne qui tapait à la machine pendant que Lacan parlait, et puis il y a écouté les bandes magnétiques quelquefois qui ont été enregistrées. Et donc, là, les gens de cette affaire-là nous disent « mais non, Miller se trompe, Lacan a dit exactement le contraire. Il n'a pas dit qu'il s'agissait de permettre la progressive migration de l'image du sujet en S vers le S, la chose à révéler, mais au contraire de ne pas permettre la progression de la progressive migration de l'image du sujet en S. » Et ça fait des engueulades à n'en plus finir. Sur quoi? Sur ce qu'a dit Lacan ou ce qu'il n'a pas dit. Bon, pourquoi pas. Mais pendant ce temps-là, je préfère écouter ce que me raconte l'inconscient. Là, au moins, j'ai quelque chose de solide sur quoi m'appuyer. Sinon, ce qu'a dit Lacan ou ce qu'il n'a pas dit, ça peut être intéressant de l'étudier, je veux bien, mais quand on voit qu'on en est à se tenir à une lettre près de ce qu'il aurait dit ou pas dit, cette façon de travailler, moi, me rappelle la façon de travailler des religieux qui se posent la question de savoir si Jésus a dit, ou si Mohamed a dit, ou si Bouddha a dit ou pas dit. Et les sectes se multiplient et se diversifient à l'infini entre ceux qui pensent que ceci est le bon texte et d'autres qui pensent que cet autre texte est le bon texte. On est dans la religion, dans l'étude des textes, et pas dans la science.
ce à quoi je préfère me référer, c'est-à-dire l'étude de la matière qui nous occupe, à savoir l'inconscient. Avant d'en venir à un rêve, l'étude d'un rêve, personnel évidemment, je voudrais aussi signaler que dans cette phrase que j'ai citée tout à l'heure, où Lacan propose à l'analyste de faire le mort, eh bien, ça c'est en 53, eh bien, en 64, c'est-à-dire dans le séminaire 11 sur les 4 concepts, eh bien, Lacan avance que, au contraire, c'est le désir de l'analyste qui est la fonction essentielle. C'est, dans la version du Seuil, c'est la page 213. Je vous lis la phrase. En tant que l'analyste est supposé savoir, il est supposé aussi partir à la rencontre du désir inconscient. C'est pourquoi je dis que le désir est l'axe, le pivot, le manche, le marteau, grâce à quoi s'applique l'élément force, l'inertie qu'il y a derrière ce qui se formule d'abord dans le discours du patient en demande, à savoir le transfert. L'axe, le point commun de cette double H, c'est le désir de l'analyste, que je désigne ici comme une fonction essentielle. Bien entendu, comme d'habitude, il ne dialectise pas ça avec ce qu'il avait dit autrefois, que l'analyste devait faire le mort. Parce qu'un mort, ça ne désire pas. L'analyste doit être complètement neutre, en dehors de tout désir. Et c'est ce qu'énormément d'analystes, y compris lacaniens, ont retenu. C'est-à-dire, on fait silence, on est le plus discret possible, on ne parle jamais de soi, et surtout pas sur les places publiques. On est mort, quoi. Mais j'ai rencontré même des analystes lacaniens qui ont pignon sur rue, qui ont édité des livres qui se sont vendus à des milliers d'exemplaires, et qui soutiennent la théorie du transfert de l'analyste comme mort. D'autres, au contraire, soutiennent la théorie du désir de l'analyste comme étant la fonction essentielle. Seulement du désir de l'analyste, qu'en dit Lacan? Rien. Il dit que c'est la fonction essentielle, mais comment ça marche? Sur quel exemple s'appuyer? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? On n'en sait rien. Et on ne sait pas non plus pourquoi il a changé d'avis, pourquoi il est passé d'une formulation à son contraire. Parce que Freud, lui, quand il change d'avis, et qu'il change du coup sa théorie, il nous explique pourquoi. Il nous dit longuement que tel et tel élément de la pratique l'ont interpellé, ça ne colle pas avec sa théorie, alors il change. Voilà. C'est toute la différence. Alors, moi, j'ai été interpellé dans ma vie par les rêves qui me parlaient de mes analysants. Quand j'en parlais dans les groupes de travail consacrés à l'analyse de la pratique, la plupart du temps, les collègues me regardaient avec des grands yeux. Certains m'ont dit « Mon pauvre ami, il faut que tu ailles reprendre une tranche ». D'autres m'ont dit « Mon pauvre ami, mais tu n'es pas loin de la psychose, tu te laisses envahir par tes analysants ». Ok, mais qu'est-ce que j'y peux, moi? C'est l'inconscient. L'inconscient, je ne le contrôle pas. Donc j'ai essayé d'en faire quelque chose. J'ai analysé ces rêves. Ça a donné ce livre, Le rêve de l'analyste, qui est paru il y a maintenant bientôt 10 ans. Et je continue dans cette optique-là. Donc, voici le rêve. C'est un exemple parmi d'autres, parce que j'en fais très souvent. Je travaille de nuit dans une agence de publicité déserte, dans une pièce de ces locaux, qui est, je le vois bien, fermée par 2 verrous noirs et 3 targettes blanches. Je travaille assis par terre. Je fais quoi? Je suis en train de monter une maquette. Une maquette de quoi? Ça ressemble à une espèce de château en carré avec une cour carrée au milieu, des bâtiments qui entourent une cour carrée. Et voilà qu'arrivent deux agents de cette agence, 2 jeunes gens, qui donc me surprennent
Je n'ai pas à être là. Donc ils vont en parler à tous les autres membres de l'agence, au directeur, à la directrice, parce que c'est un couple qui manage. Et il s'ensuit d'infinies discussions où certains sont d'accord avec moi, oui c'est pas mal, il fait des trucs pour l'agence, et d'autres sont pas d'accord, et sont notamment le directeur et la directrice, et ils sont prêts à porter plainte pour violation de domicile. Je n'avais pas à être là chez eux la nuit. Alors dans mon rêve, je suis témoin de toutes ces accusations et contre-accusations, et je me défends, et pas mal. D'ailleurs, je ne m'angoisse pas du tout, je suis au contraire assez fier de ce que j'ai fait. Et en effet, je suis assez content de ce que je fais dans mon travail d'analyste. Ah oui, j'ai oublié de dire, si j'ai pu rentrer dans ces locaux qui étaient fermés de l'intérieur, c'est un vrai roman policier ça, comment l'accusé a-t-il pu pénétrer dans une pièce qui était fermée de l'intérieur? J'avais peut-être les clés, me direz-vous, mais non, puisque je ne travaille pas pour cette agence en fait. De temps en temps, je donne des idées en freelance, c'est tout. Donc, si j'ai pu pénétrer à l'intérieur de l'agence, c'est qu'une de mes analysantes y travaille et m'a fourni les moyens de pénétrer. Donc vous avez là, par le vocabulaire que j'emploie, dont je me rends compte évidemment qu'après coup, le début de l'interprétation du rêve. Il s'agit d'une identification entre les locaux de l'agence de publicité et cette analysante, puisque c'est elle qui me permet de pénétrer là où elle travaille. Derrière son corps et les locaux, c'est la même chose. Donc quelque part, oui, j'ai envie de travailler nuitamment, en pénétrant nuitamment dans le corps de mon analysante. Bon, ça ne se fait pas, direz-vous. On ne couche pas avec ses analysantes, avec ses analysants non plus d'ailleurs. Bien sûr, dans la réalité, ça ne se fait pas. C'est clair, c'est un interdit absolu. Mais le fantasme, lui, justement, il n'en a cure, et il revient dans le rêve. Il revient dans le rêve exprimer ce que, évidemment, je refoule dans la réalité, puisque dans la réalité, je n'ai pas le droit, c'est interdit. Donc ça revient dans l'inconscient, ce désir de pénétrer cette analysante. On pourrait se demander pourquoi une agence de publicité. Parce que quand, à une époque, j'étais au chômage et j'avais énormément de mal à trouver un boulot de psycho, j'ai trouvé un boulot dans une agence de publicité, de concepteur-rédacteur, où ça s'est d'ailleurs fort mal passé. L'agence était gérée par un directeur et une directrice qui étaient mariés, et j'étais en quelque sorte soumis à eux comme un petit enfant à un couple parental. Donc c'est ça qui revient aussi dans mon rêve. C'est-à-dire derrière l'interdit de pénétrer l'analysante, il y a l'interdit de pénétrer l'intimité du couple parental, c'est-à-dire essentiellement pénétrer la mère. Tout ce qui est interdit se condense dans la mémoire, donc les interdits actuels dans mon travail d'analyste et les interdits d'autrefois, ceux du complexe d'Oedipe. En effet, cette fermeture de la pièce est assez étrange pour que je puisse m'interroger là-dessus. J'avais dit 2 verrous noirs et 3 targettes blanches. Eh bien, ceci me fait penser à ce que j'ai repéré depuis bien des années, à savoir une hallucination très fugitive que j'avais quand j'étais adolescent, et dans laquelle je voyais une alternance de noir et de blanc. Le noir était très lisse, non pardon, c'est le contraire, le blanc était très lisse et le noir était très grumeleux. J'ai fini par comprendre dans le courant de mon analyse qu'il s'agissait d'une vision du pubis de ma mère, le refoulement dissocié, le noir des poils pubiens du blanc de la peau. C'était présenté l'un successivement à l'autre. Comme ça, je pouvais être sûr de ne pas reconnaître. Donc j'avais dû voir le pubis de ma mère quand j'étais petit. On sait que les parents
n'hésite pas à prendre des bains avec les enfants en pensant que ça n'a aucune conséquence et qu'ils en retiendront rien. En fait, c'est là que je retiens l'essentiel de ce qui a construit ma personnalité et ma vie sexuelle par la suite. À savoir que ce truc-là est interdit. Mais je l'avais sous le nez. Eh bien, ça revient, cette forme d'interdit là. Ce qui est sur le seuil, c'est le seuil du corps, hein, c'est l'entrée vaginale, que ce soit celle de l'analysante ou de ma mère. D'ailleurs, la maquette que je construis, eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une maquette. Ça ressemble finalement à un château de l'âge classique, avec une cour carrée au milieu des bâtiments autour, mais en fait, c'est très très flou. C'est-à-dire, quelque part, ça a quelques caractéristiques du réel. Depuis le temps que je fréquente le réel dans mes rêves, je sais qu'il se présente toujours comme quelque chose de très flou, impossible à décrire. Alors là, dans le détail, c'est impossible à décrire, mais dans le global, je peux dire, ouais, vaguement, un château de l'âge classique. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a une distinction très nette. Ce que je suis en train de construire, c'est une limite entre le dedans et le dehors. C'est-à-dire une limite qui est dans le rêve mise en jeu sous la forme de ce qui est interdit et pas interdit, avec toutes ces discussions à forme de procès qui vient à la fin du rêve, entre oui, il avait le droit d'y être, non, il n'avait pas le droit d'y être, ou dedans, parce qu'il aurait peut-être dû rester dehors. Donc je construis quoi? Une maquette. Qu'est-ce qu'une maquette? C'est une représentation. C'est une des fonctions du rêve, c'est une des fonctions du symbolique. Non, c'est la fonction essentielle du symbolique, construire des représentations. Une représentation de la différence entre le dedans et le dehors, c'est-à-dire de la différence entre le permis et l'interdit. Et ça revient sur la porte, sous la forme de ces verrous noirs et blancs. Entre les verrous et les targettes, il y a une différence. On pourrait se dire que c'est quelque chose de la différence sexuelle qui essaie de se représenter là. C'est aussi cet effort du symbolique de représenter le sexe féminin qui ne trouve pas de représentation parce qu'il ne se représente que comme absence de phallus. La targette, c'est un truc qui rentre dans un conduit prévu à cet effet. Le verrou, même chose. Et donc, j'essaie de symboliser le sexe féminin, j'essaie de symboliser en cela une limite du corps, ce qui est la limite entre dedans et dehors. Et étant dedans, on peut dire que j'y ai pénétré par effraction. C'était une façon sexuelle d'y pénétrer, mais aussi c'est une façon d'y revenir en tant que fœtus à l'intérieur. Il y a toujours les deux dans les rêves. L'Oedipe classique, couché avec maman, et l'Oedipe que j'appelle archaïque, c'est revenir dans le ventre de maman. Dans les deux cas, c'est pénétrer dedans, là où c'est interdit, et où il faudrait rester dehors. Donc je construis une maquette, je construis une représentation de quoi? De ma relation avec cette analysante. Or, dans le rêve, je suis très content de ce que j'ai fait. Oui, en effet, je le dis d'une manière générale, mais avec cette analysante-là plus particulièrement, dont je ne vous dis rien, puisque je parle de moi, j'analyse ma relation à elle, je n'analyse pas elle, elle c'est son travail sur le divan. Effectivement, c'est quelqu'un qui est parti de très très grandes difficultés, je ne peux pas vous dire lesquelles, toujours pareil, par respect du secret professionnel, et qui est arrivé à s'en sortir d'une manière absolument magnifique. Je ne peux pas vous dire de quelle façon non plus, parce que c'est son affaire, pas la mienne. Donc je suis très content de ce qui s'est passé, elle aussi. Et pourtant, il y a toujours cette surveillance du surmoi qui me dit qu'il y a des choses que je n'aurais pas dû faire. Je n'aurais pas dû faire. J'ai rien fait. Mais le fantasme, lui, il a fait. C'est-à-dire qu'il m'a fait la pénétrer alors que c'était interdit. D'où l'accusation qui est un fantasme et qui vient se porter sur le fantasme. Parce que notre relation
c'est un effet extraordinairement bien passé. C'était quelqu'un qui analysait phénoménalement bien et qui, chaque fois que je faisais une petite question pour l'aider à interpréter un rêve, etc., paf, elle trouvait tout de suite, ça la faisait avancer très vite, etc. Donc j'étais très content. C'est un peu comme réponse du berger à la bergère. Vous dites tic, elle répond tac, ça marche du tac au tac. Bien. Et j'étais chaque fois très content de la voir arriver, et les séances avec elle se passaient pour moi dans un bonheur infini, dirais-je. Eh bien, certains de mes collègues diraient tout de suite: ah là là, tu es dans la jouissance. Pas bien du tout, il faut arrêter ça tout de suite. Ben, moi, je dis le contraire. Je dis que justement, c'est grâce à ce bonheur que je ressentais, qui était certainement ressenti de l'autre côté, mais j'en sais rien, c'est son affaire. C'est grâce à cela, c'est ça le transfert. C'est quand ça se passe hyper bien de cette façon-là que ça avance et que les gens peuvent se sortir de leurs difficultés. Donc effectivement, le désir de l'analyste, qui quelque part fait référence à quelque chose d'interdit, eh bien c'est bien ce désir de l'analyste qui, en tant qu'il trouve un répondant dans le désir de l'analysant, permet à l'analysant d'avancer. Alors, il y a une théorie du contrôle. Vous savez, le contrôle, c'est lorsqu'un analyste va parler de son travail à un autre analyste. Il y a une théorie du contrôle qui dit que c'est une lecture en second du texte de l'analysant. Non, pour moi, pas du tout. Pas du tout, parce qu'il ne s'agit pas de parler de l'analysant. L'analysant, son texte lui appartient. Il ne s'agit pas de trouver une interprétation seconde où on se retrouve à nouveau avec les mêmes, comment dirais-je, les mêmes disputes qu'autour du texte de Lacan. Lacan a dit ça, mais non, il n'a pas dit ça. Là, je peux bien dire l'analysant a dit ça. De toute façon, ça ne sera jamais que ce que j'ai cru retenir, de ce que j'ai cru entendre, de ce que l'analysant a peut-être dit. Il y a toute cette cascade de bémols qu'on est obligé de mettre. Donc, parler de l'analysant, c'est toujours à travers soi, à travers ce que le désir de l'analyste en a retenu. Bon, une autre théorie du transfert dit qu'il ne faut surtout pas mélanger l'inconscient de l'analysant avec celui de l'analyste. Oui, il vaut mieux ne pas mélanger, mais quand on dit « il ne faut pas », on reste dans l'ordre des principes. L'inconscient, lui, il se fout des principes. Il avance avec ses désirs à lui. C'est pourquoi, si contrôle il doit y avoir, aller parler de ses difficultés d'analyste à un autre analyste, eh bien ça doit être effectivement pour parler de soi. Dans son rapport à l'analysant, bien sûr, mais pour essayer de démêler ce que l'inconscient de l'analyste a fait de ce rapport à l'analysant. Parce que l'inconscient de l'analyste, c'est lui, de toute façon, qui va distordre, plus ou moins, peut-être beaucoup, peut-être pas beaucoup, le discours de l'analysant. C'est ce qu'il aura retenu qu'il va dire au contrôleur. Donc quelque chose déjà organisé, mis en mémoire par l'inconscient de l'analyste. Donc c'est cela qu'il faut travailler. Et c'est d'ailleurs en repérant en quoi l'analyste est impliqué, comme je l'ai fait dans le rêve que je viens de vous raconter, où derrière l'analysante, je retrouve ma mère. Je dirais comme toujours, ce que je vous ai raconté là était un rêve particulier pour une analysante particulière, mais ça pourrait être généralisé à tout le monde, toutes mes relations transférentielles. Mais à chaque fois, même si c'est universel, il faut aller dans le détail particulier, singulier, pour voir comment ça se passe dans chaque cas particulier et singulier, où mon inconscient est convoqué d'une manière différente à chaque fois.